Bonjour à toutes et tous, bienvenue à la Maison de l'Environnement pour apprendre et échanger sur des thèmes d'actualité que sont l'emploi des matériaux biosourcés et géosourcés et les matériaux de réemploi. Ce sont des thèmes qui sont inscrits dans le plaidoyer Habitat, Ville, Territoire, l'architecture comme solution. Vous avez déjà dû chacun recevoir, et si ce n'est pas le cas, on a des exemplaires à votre disposition ici. Pour en parler, l'Ordre régional des architectes a souhaité faire appel à Ville et Aménagement Durable, Nicolas Hémin et Claire Villazzi. Sont également présents aujourd'hui deux permanents du Conseil régional de l'Ordre à qui vous avez dû avoir affaire pour les invitations, que sont donc Stéphanie Miglerina, qui est directrice de l'Ordre, et Guillaume Laval, responsable de la communication. On a aussi parmi nous trois élus, donc Monique, maire Amiot, Véronique Baye, qui ne devrait pas tarder à arriver, et moi-même, Sarah Bigot. Donc, je vais maintenant laisser la parole à Clémence Brugman pour une présentation de la Maison de l'Environnement, qui sera suivie par une courte présentation des missions de l'Ordre, si Véronique arrive. Et on enchaînera ensuite avec une présentation de la structure qui est Ville et Aménagement Durable, avant de rentrer dans le vif du sujet sur les écomatériaux et le réemploi. Les interventions sont suivies d'un moment de convivialité avec la contribution de la fabuleuse cantine. Donc ça ne se passera pas en extérieur, sauf si la pluie s'est arrêtée. Ça devrait se passer plutôt dans le hall. Voilà. Et je vous souhaite une bonne séance, du coup. Je laisse la parole. Donc. Bonjour à tous. L'idée, c'était de vous donner un peu l'orientation et vous présenter le lieu que vous allez investir aujourd'hui, que vous vous y sentiez comme chez vous. Donc ici, vous êtes à la Maison de l'Environnement, qui est une association à laquelle adhèrent 58 associations, dont VAD. L'objectif de la Maison de l'Environnement, c'est vraiment de pouvoir promouvoir la coopération interassociative. Alors là, il y a un petit panorama des différentes assos qui sont à nos côtés. Leur dénominateur commun, c'est de travailler autour des enjeux de transition écologique. Et donc, évidemment, il y a des expertises assez différentes qui s'y rencontrent, des grosses assos et des toutes petites. Ce lieu, il est vraiment dédié à la coopération, je le disais, c'est un espace mutualisé. Donc les salles de travail et celles que vous occupez aujourd'hui sont investies par les associations gratuitement. Elles sont mises à disposition. Ce qui permet aux assos de sortir de leur quotidien pour se retrouver en équipe, mais aussi et surtout de se croiser, de se rencontrer et aussi d'accueillir leur public ici à la Maison de l'Environnement. Évidemment, la mutualisation, elle ne se fait pas seulement sur de l'immobilier, mais aussi sur de la mutualisation de matériel, de la mutualisation de formation et de réflexion. Les assos ont quand même certaines problématiques communes et elles peuvent ici trouver matière à échanger autour de leurs expertises, leurs expériences et aussi rencontrer certains experts sur des sujets. Par ailleurs, la Maison de l'Environnement, c'est un espace qui est aussi ouvert au public. On a toute une programmation événementielle qui nous amène à travailler sur comment on provoque des déclics, qu'on accompagne le changement. Donc, on a des journées thématiques qui sont organisées. On propose aussi pas mal d'ateliers de sensibilisation. Voilà. Et évidemment, en s'appelant Maison de l'Environnement, on est régulièrement sollicité et on essaie d'orienter les habitants de la métropole vers telle ou telle expertise sur le territoire. Et enfin, on a cette médiathèque que j'espère vous passerez les portes tout à l'heure, qui... il fut un temps était très spécialisé, très focus et plutôt axé sur les salariés bénévoles des assos dont je parlais et qui maintenant a vraiment élargi son catalogue pour être accessible à tous, à ceux qui font leur premier pas dans ces réflexions comme aux personnes qui veulent pousser, aller plus loin, gratter. On a 2 actions culturelles autour de cette médiathèque, des prix littéraires, donc un peu nos coups de cœur et les livres qui nous ont aussi donné envie de nous engager, poser des questions. Voilà, donc on essaie de faire référence en cette matière. Voilà un peu pour le panorama de ce qu'est la maison. J'espère que vous vous y sentirez bien pour travailler. Et évidemment, comme je le disais tout à l'heure, faites comme chez vous, comme à la maison.
passe la parole peut-être. J'ai l'impression que pour les... Ah, super. Je ne m'avancerai pas à vous présenter. Ah non, mais vous pouvez. Mais vas-y. Oui, ok. Merci. Alors, bonjour à tous. Moi, je suis Véronique Baye, du coup, et Sarah Bigot, qui vous avez vu pour présenter. Moi, je suis élue de l'Ordre depuis 2017 et j'occupe le poste de secrétaire au sein du bureau. Et le but, c'est que je vous présente un petit peu l'émission de l'Ordre, mais très rapidement. Et puis, après, comme ça, on pourra discuter un peu plus après. Alors, je ne sais pas comment ça fonctionne. Voilà, alors qu'est-ce que l'Ordre des architectes? Donc, on va aller assez rapidement. Vous savez qu'on est régi sous la loi d'architecture de 1977, d'accord? Et ensuite, on est une profession réglementée. Donc, en fait, on a notre ordre national. Et nous, en fait, ordre régional, on est chapeauté par l'ordre national. Et on a différentes missions régaliennes qui, en fait, nous importent en tant qu'ordre régional. On doit, la première mission que l'on a, en fait, c'est déjà, on est un organisme privé chargé de mission de service public. On est placé sous la tutelle du ministère de la Culture. Ça, c'est important de le souligner. Et ensuite, on a différentes missions régaliennes, notamment la gestion du tableau, puisqu'on est une profession réglementée, que notre première mission de l'ordre régional est en fait de tenir le tableau d'inscription à l'ordre des architectes pour pouvoir exercer la profession et porter le titre d'architecte. Voilà. Ordre des architectes, donc c'est un conseil national et 17 conseils régionaux. On est, nous, la deuxième région de France avec 3965 architectes inscrits en région Auvergne-Rhône-Alpes. Je l'ai révisé ce matin avec une jeune inscrite. Voilà. Et puis aujourd'hui, on est 1152 sociétés d'architecture. Voilà, je vous présente là l'ensemble des conseillers régionaux. On a la chance sur ce conseil d'avoir un conseiller par département. Et j'en profite pour vous souligner qu'on a les nouvelles élections qui vont arriver l'année prochaine au mois de mars pour renouveler la moitié de notre conseil. Et c'est important qu'on se mobilise pour qu'on soit mieux représenté et qu'on ait plein d'architectes qui ont envie de venir nous rejoindre à l'ordre et participer à nos différentes réunions d'information parce que c'est important qu'on communique dessus. On a 6 mois pour se préparer et en ce moment, notre profession est quand même pas mal bouleversée dans son exercice et c'est important qu'on se mobilise tous en fait par rapport à ça. Voilà, donc on assure la tenue tableau, ça je vous l'ai déjà signalé pour protéger et contrôler le titre d'architecte. On garantit le respect des règles déontologiques et la discipline de la profession. Et ensuite, on procède au contrôle des formes juridiques et modalités d'exercice de la profession également. Donc ensuite, on organise plusieurs conciliations en cas de conflit entre architectes ou entre architectes et maîtres d'ouvrage. Voilà. Ensuite, on agit en justice en vue de la protection du titre d'architecte et en cas d'infraction aux règles du Code de l'urbanisme et des marchés publics. On représente, on promouvoit la profession auprès des pouvoirs publics régionaux. Donc là, on essaye de faire un gros travail en fait avec les différents politiques, de les rencontrer et d'être très présent en fait avec eux pour justement discuter de tous les bouleversements qui se passent. Et on promouvoit la qualité architecturale, le paysage, l'environnement et l'urbanisme. Voilà, on a ensuite l'accompagnement, on vous accompagne sur la formation. Donc il y a un gros relais qui est fait par notre commission formation, puisqu'aujourd'hui on a la formation continue, donc il y a l'édition d'un guide des formations, on est partenaire avec différents organismes de formation, on fait plein de mails d'information. Aujourd'hui on fait en 11-13 avec Sarah, en fait, qui justement c'est toutes ces choses qu'on met en place. Et ensuite on travaille aussi avec les 4 écoles d'architecture de la région en formation initiale, avec le pacte HMO-NP, que l'on a signé il y a peut-être maintenant 2 ans de mémoire, les relations avec les écoles, et on fait partie de tous les jurys HMO des 4 écoles. Voilà, donc après, pour promouvoir et communiquer avec vous, on a la revue Architecture et Territoire, d'accord, que vous devez recevoir normalement 2 fois par an. Ensuite, on a les newsletters et on est bien sûr sur Insta, Facebook et LinkedIn pour nous suivre dans les différentes formes de communication et dans les différents événements que l'on fait. Voilà, merci de votre attention et je laisse maintenant la place au 11-13. Ouais. Merci. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, je me présente, je suis Nicolas Aymin, je suis chargé de mission à Ville et Aménagement Durable. Je suis accompagné de Claire qui se présentera également tout à l'heure. Du coup, avant de rentrer dans le vif du sujet, déjà, je remercie l'Ordre des architectes de nous avoir proposé
d'intervenir sur ce 11-13 sur le sujet des écomatériaux et du réemploi. Mais je vais d'abord présenter la structure Ville Aménagement Durable, qui on est. Donc Ville Aménagement Durable, on est un réseau d'acteurs de la construction et de l'aménagement durable en région Auvergne-Rhône-Alpes. Aujourd'hui, on a plus de 420 structures adhérentes, ce qui permet d'avoir tous les métiers de la construction et de l'aménagement qui sont représentés dans le réseau. Avec les professionnels impliqués, ils viennent vraiment chercher de quoi s'informer, de quoi se former. On est également organisme de formation. Et c'est aussi un lieu de Ville Aménagement Durable, c'est un lieu de débat et pour construire de nouveaux standards de la construction et de l'aménagement. Du coup, concrètement, on va avoir tout un programme d'action sur l'année, que ce soit des visites de sites, bâtiments, chantiers, etc., des conférences, un forum des adhérents qui permet aussi justement de rassembler nos adhérents et de co-construire, des ateliers thématiques, des revues de projets qui permettent aussi de détailler certaines thématiques en confrontant différentes opérations sur une thématique donnée. On va bientôt en avoir une le 20 octobre sur les réemplois de matériaux de construction. Les formations, j'en ai parlé, puis les actions collectives qui sont vraiment aussi les groupes de travail thématiques au sein desquels on va pouvoir impliquer nos adhérents. Et ensuite, voilà, il y a tout le travail partenarial. Donc ça, c'est un peu une photographie des partenaires avec lesquels on a pu travailler en 2022. Donc c'est pas forcément exhaustif de l'ensemble de nos partenaires, mais voilà, ça donne un peu une image de cette dynamique partenariale qui est aussi très forte pour travailler ensemble et pour se coordonner entre différents réseaux, entre différentes structures et institutions. Et donc les actions collectives dont je vous parlais, voilà un peu les thématiques que l'on traite au sein de groupes de travail, de communautés, de cycles thématiques. Et on porte également des démarches sur le booster du réemploi qu'on pourra évoquer aujourd'hui, ou la démarche Écrin, c'est sur la qualité de l'intérieur. Donc voilà, il y a des sujets assez variés sur lesquels on va mobiliser le réseau et nos adhérents. Et comme vous le voyez, du coup, les écomatériaux et le réemploi font partie de ces thématiques-là. Donc ça tombe bien, puisque ça va être le sujet du jour. Et avant de vous parler donc d'abord écomatériaux et ensuite réemploi, je vais laisser Claire vous dire quelques mots sur les enjeux et le pourquoi on est là aujourd'hui pour vous parler de ces sujets-là. Merci beaucoup. Donc effectivement, je me présente. Donc je suis Claire Villazzi et je suis chargée de mission chez VAD depuis une dizaine d'années. Donc c'est intéressant aussi de voir un peu les évolutions des thématiques. Et très clairement, les écomatériaux, ça fait quelques années qu'il y a une vraie poussée autour de ces thématiques. Sur le réemploi, on voit que ça fait 3-4 ans qu'il y a une vraie montée. Donc là, l'objectif, c'est de vous partager un petit peu nos constats. Forcément, ce sera assez synthétique parce qu'on a que 2 heures, mais on aura vraiment plaisir à la suite de la conférence à poursuivre les échanges avec vous. Ça nous semblait vraiment important, avant de faire ce focus thématique, de vraiment se redire collectivement pourquoi on est là ensemble. Alors cette slide, c'est simplement pour nous rappeler ensemble quels sont les enjeux globaux. Là, on ne parle que des enjeux climatiques. Mais voilà, il y a eu le 6e rapport du GIEC qui a remis en avant le fait que le réchauffement climatique s'accélère et que c'est vraiment l'homme qui est à l'origine de cette accélération de ce réchauffement climatique. Il y a eu vraiment des nouveaux scénarios, avec des scénarios assez les plus pessimistes qui visent une augmentation des températures de plus de 5,7 degrés à l'horizon 2100. Donc je pense que si vous êtes là aujourd'hui, vous en êtes assez convaincus. Tous autant qu'on est acteurs de la construction de l'aménagement durable, on a un gros enjeu à traiter ces thématiques-là pour faire sa part finalement dans cette problématique globale. Cette problématique globale, elle a vraiment des impacts, là on le voit, sur les températures, sur les sécheresses, les précipitations, l'enneigement, les cyclones, la montée des eaux. On y est confronté là au quotidien. Et puis on voit vraiment qu'au niveau très local, on est également très impacté. Là, c'est quelques chiffres qui sont communiqués sur le site d'Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement,
où on constate que finalement, en 60 ans, en Auvergne-Rhône-Alpes, on voit une élévation moyenne de la température de 2,4 degrés, moins 17 jours de gel annuel, plus 15 jours d'élévation, enfin plus 15 journées estivales annuelles et un enneigement de moins 31%, avec une région Auvergne-Rhône-Alpes qui est particulièrement vulnérable du fait déjà de son territoire, puisque 2/3 du territoire est constitué soit de zones montagneuses, soit de zones de plaine, mais fortement peuplées, et puis qu'on a une activité économique qui est aussi fortement liée à notre territoire, que ce soit l'agriculture, les activités de montagne, etc. Donc forcément très impacté. Le secteur du bâtiment aussi a un impact fort, à la fois en termes de ressources, de consommation annuelle de matières premières. Sur ce graphique, vous voyez des chiffres en 2019 en millions de tonnes. Donc la consommation annuelle de matières premières en France, on constate que sur les 772 millions de tonnes de consommation annuelle de matières premières, la moitié est liée au secteur du BTP. Donc ça, on va dire, on est en amont un peu de la problématique. Et puis vraiment, en aval, c'est souvent, quand on va parler réemploi, etc., on va souvent se focaliser sur ces questions de déchets. Très clairement, le secteur du BTP, aujourd'hui, c'est 70% des déchets qui sont produits en France. Vous voyez la répartition entre les déchets du second œuvre, les déchets du bâtiment et les déchets du BTP. Hein, c'est forcément les déchets des travaux publics qui sont plus importants que les déchets du bâtiment. Mais voilà, on voit bien l'enjeu que représente la réduction de ces déchets. Et puis, encore une fois, on va faire ce focus sur les matériaux bio-géosourcés, les matériaux de réemploi. Mais avant toute chose, on tenait vraiment à transmettre un peu cette approche globale et transversale qu'il faut conserver sur... lorsqu'on va travailler sur la construction ou la réhabilitation d'un bâtiment. Alors ça, c'est un schéma que j'ai extrait d'un petit bilan qu'on a produit en début d'année sur les premiers enseignements liés à la réglementation environnementale 2020. Bien d'abord raisonner en termes de sobriété. En fait, c'est les axes un peu négawatts que vous connaissez peut-être pour l'énergie, mais qui est appliqué à la matière finalement. Et se dire, avant même de se poser la question du choix du matériau, on va déjà avoir une approche de sobriété. Est-ce qu'on doit vraiment construire? Est-ce qu'on ne peut pas rénover? Est-ce qu'on ne peut pas mutualiser les usages? Est-ce qu'on ne peut pas faire de la réversibilité? Vraiment réfléchir sur ses besoins fonctionnels. Est-ce qu'on ne peut pas laisser des matériaux bruts, etc. Enfin, engager beaucoup moins de matière. Dans un deuxième temps, on va être vraiment sur de l'efficacité, travailler sur des matériaux durables, du bioclimatisme, une bonne gestion du bâtiment, etc. Seulement ensuite, on va se poser la question des bons matériaux avec le bâtiment décarboné, avec effectivement l'usage de matériaux bio-géosourcés, de matériaux locaux, etc. Et une fois que tout ce travail sera fait, à choisir entre deux matériaux, on va essayer d'optimiser la donnée carbone de ce matériau. On en reparlera ensuite avec Nicolas. Voilà. Et toujours pour avoir cet aperçu global, on a quand même la chance en Auvergne-Rhône-Alpes d'avoir un fort dynamisme d'actions qui sont mises en place, que ce soit pour booster la prescription. Alors, pour le réemploi, par exemple, on a un dispositif qui s'appelle le Booster du réemploi Auvergne-Rhône-Alpes, qui a vraiment pour objectif d'embarquer des maîtres d'ouvrage, et en particulier des promoteurs, à mettre en place du réemploi dans leurs opérations. On peut citer aussi le référentiel Habitat durable de la métropole de Lyon. Il y a également énormément d'initiatives de réseau pour sensibiliser, former et accompagner les professionnels. Alors, on n'est pas du tout exhaustif, mais on a des centres de référence, pour citer par exemple Camaco, qui est le centre de référence presque mondial sur la construction en terre. Donc, on a vraiment cette chance-là. Oikos sur les matériaux biosourcés. Tous les partenaires. L'ordre, bien sûr. Des dynamiques de territoire en structuration. On voit des pôles d'économie circulaire qui se mettent en place sur les territoires, par exemple. Et puis des offres de services qui se développent au niveau des industriels qui vont développer des gammes de matériaux beaucoup plus vertueux. Donc tout ça, on va vous le détailler dans un deuxième temps. Voilà, je passe la parole à Nicolas pour l'introduction au cadre normatif et réglementaire de ces matériaux. Oui, donc avant de parler des matériaux en eux-mêmes, il nous semblait important de
rappeler aussi le cadre normatif et réglementaire, justement, déjà de faire la distinction entre réglementation et normes. Donc, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est voilà, réglementaire, c'est tout ce qui fait l'objet d'une loi et qui est à côté duquel on ne peut pas passer. Et alors que le normatif, en fait, finalement, dans 99% des cas, une norme n'est pas légalement obligatoire. C'est juste que, c'est juste que pour simplifier les choses, vous les inscrivez dans les CCTP, une norme elle va être contractualisée et parce que voilà, ça a été signé, ça a apparu dans les pièces marché quelque part, dans les pièces contractuelles. Du coup, on suit cette norme et ça permet du coup d'assurer les techniques constructives de manière très simple. C'est ce qu'on voilà, ce schéma, il illustre assez bien les choses. En fait, on va avoir tout ce qu'on va qualifier de technique courante. Tout ce qui va être du domaine traditionnel va être une technique courante. Ce qui veut dire qu'on est dans le cadre assurantiel classique. Et ce qui veut dire que vous payez votre assurance, vous êtes assuré, vous pouvez construire selon des techniques courantes sans avoir forcément appelé votre assureur. Et sans avoir de surprime. Alors que certaines techniques vont sortir de cadre assurantiel classique et là du coup ça peut appeler à avoir un travail un peu plus poussé à déjà prévenir votre assurance le plus en amont possible et avoir un travail avec votre bureau de contrôle pour pouvoir assurer cette technique-là. Quand on est en dehors d'une technique courante, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de construire, on peut construire, mais ça demande à avoir un peu plus de travail, d'analyse de risque et surtout, voilà, comme je le disais, de prévenir tout le monde le plus en amont possible. Donc c'est ce qui est représenté sur ce schéma-là. On va voir tout ce qui est normes et DTU qui permettent d'être tout de suite dans un cadre classique. On a également les recommandations professionnelles RAGE. Et ensuite, on va voir les règles professionnelles. J'y reviendrai plus tard. Les règles professionnelles, c'est du coup sur des techniques qui jusque-là étaient en dehors du cadre qui n'étaient pas couverts par un DTU ou par un autre document, mais où la filière s'est mobilisée. On pourra par exemple parler des règles professionnelles de la construction paille de 2012, où ce sont les professionnels de la filière qui se mobilisent, qui écrivent des guides de bonnes pratiques, des règles, ces règles ensuite sont éprouvées sur le terrain. Il y a aussi cette dimension-là de pouvoir éprouver sur le terrain les règles écrites pour après pouvoir, entre guillemets, rassurer les assureurs. Et du coup... ensuite, il y a la commission prévention de produits qui est hébergée par l'agence qualité construction qui rassemble justement au sein de la commission des experts des techniques, des experts sur les questions du risque, des assureurs, qui vont observer ces techniques-là, ces guides de bonnes pratiques, et qui vont soit les mettre sur liste verte, soit les valider. Soit à poser des réserves, les mettre en observation. Et à partir du moment où ces règles sont acceptées, on va justement arriver dans les techniques courantes. Donc ça montre aussi que sur certaines techniques, on peut avoir, si la filière s'organise, si les retours d'expérience sont suffisants, si les bonnes pratiques sont éprouvées sur le terrain et examinées par des experts, on peut, d'une technique non traditionnelle, basculer vers une technique courante. Et ensuite, voilà, après, il y aura tout ce qui est avis technique, documents techniques d'application, qui peuvent également être observés par la C2P et mis sur liste verte. Du coup, concrètement, par rapport aux matériaux, sur le bois, la construction bois, voilà, la filière est en place depuis longtemps. On sait construire en bois. Il y a plein de DTU qui permettent notamment par rapport à la construction, enfin par rapport à des... là, on a un DTU qui couvre la charpente bois, donc sur les questions de structure qui, elles, font l'objet d'une réglementation. Du coup, on va pouvoir construire facilement l'ossature bois, la charpente, etc.
On a également des détritus qui couvrent les revêtements. Et les revêtements extérieurs. Et sur la pierre, on va également avoir des DTU sur des ouvrages en maçonnerie de petits éléments, des couvertures en ardoise naturelle, de la pose collée de revêtements céramiques et assimilés pierre naturelle, et un DTU sur le revêtement muraux attaché en pierre mince, donc tout ce qui va être pierre agrafée, etc. Ensuite, pour certaines techniques qui ne sont pas couvertes par un DTU, donc voilà, là on a un petit panel des règles professionnelles qui ont été acceptées par la C2P, donc sur la pierre sèche. Après, voilà, les règles professionnelles ont toujours un champ d'application et qui peut être parfois restreint. Sur la pierre sèche, ça va être sur la construction de murs en pierre sèche. Le chanvre, sur l'exécution d'ouvrages en béton de chanvre, que ce soit mur en béton de chanvre, isolation de sol en béton de chanvre, isolation de toiture en béton de chanvre, enduit et mortier. Et sur la terre crue, ça va être simplement, les règles pro vont simplement se concentrer sur les enduits sur murs composés de terre crue. Et sur la construction paille, comme je le disais, donc c'est la construction paille en remplissage d'ossature qui va être couverte par les règles professionnelles. Et jusqu'à un R+2. Dès qu'on commencera à monter dans les niveaux, on va sortir des règles professionnelles. Ou si on va aussi vouloir faire la construction paille en paille porteuse, par exemple, on va sortir des règles professionnelles et du coup, on va se retrouver du côté des techniques non courantes. Et ensuite, sur les avis techniques, agréments ou évaluations techniques européennes ou les DTA, les documents techniques d'application, tout ça, vous pouvez également les trouver au cas par cas en parcourant la liste verte de la C2P. Donc, vous pourrez également voir quels produits sont couverts par un avis technique, un avis technique sur liste verte, ce qui permet également de pouvoir le construire avec sans souci. Mais voilà, donc là c'est un rapide balayage. Bon, ce qu'on observe aussi aujourd'hui, c'est que finalement, il y a c'est toutes les techniques constructives qui sont développées au XXe siècle, qui sont aujourd'hui techniques courantes considérées traditionnelles. Et de manière un peu paradoxalement, tout ce qui va être certaines techniques en matériaux bio géosourcés avec lesquelles on avait l'habitude de construire il y a quelques siècles, pour certaines sont aujourd'hui considérées de non traditionnelles au sens du cadre assurantiel et du coup non courantes. Et donc on vous parlera également du réemploi de matériaux de construction. Alors aujourd'hui le réemploi est considéré comme technique non courante, la question des règles professionnelles se posait, mais ça pose une règle professionnelle, comme vous l'aurez compris, répond à un cadre très, à quelque chose de très cadré. Avec le réemploi, il y a beaucoup de questions qui se posent, on y reviendra plus en profondeur tout à l'heure. Mais voilà, il faudrait un peu démultiplier les règles professionnelles par produit, et avec aussi toutes les questions qui se posent par rapport à la mise en œuvre du produit qui a été faite avant. Voilà, après, comme je le disais, finalement, c'est aussi les retours d'expérience qui permettent de mettre en avant ce qui marche et de pouvoir dresser un peu de pouvoir après se baser sur des bonnes pratiques pour faire les analyses de risque et pour pouvoir assurer finalement des techniques non courantes. Voilà. Et du coup, sur les modes de preuve et sur les analyses de risque à faire, donc il y aura tout ce qui va toucher à la structure, à la solidité. Et ensuite, la sensibilité au feu, bien sûr, c'est primordial. Sécurité incendie, donc là, pour répondre aux différentes réglementations. Donc avec trois choses à voir: la réaction au feu du matériau, la résistance au feu, c'est combien de temps va mettre un matériau à
à remplir sa fonction. Si c'est un poteau, combien de temps il va porter. Si c'est une porte coupe-feu, vous connaissez le coupe-feu, la durée coupe-feu. Et puis ensuite, notamment sur les ERP ou intertières, la transmission du feu par les façades. Donc ça, c'est le C+D. Combien de temps va mettre comment le feu va passer d'un étage à l'autre en passant par la fenêtre. La sensibilité à l'eau, où là, du coup, voilà, il y a plusieurs choses sur ce schéma qui sont représentées. Ça va être les eaux de pluie, les remontées capillaires, le rejaillissement en pied de façade, et aussi avec les biosourcés, on va le voir, se pose aussi la question du point de rosée au sein de la paroi, la migration de la vapeur d'eau depuis l'intérieur vers l'extérieur. Voilà des points de vigilance à avoir. Et puis également sur les géosourcés, quelques petits points. Il y a la question du gisement. On va extraire ces matériaux du sous-sol. Donc il y a besoin de caractériser le gisement, notamment si on veut construire avec de la terre, et notamment avec de la terre de site pour limiter les transports. Va tout de suite se poser la question de quelles sont les caractéristiques de cette terre. Est-ce qu'il faut l'amender? Est-ce qu'il faut rajouter de l'argile ou des choses comme ça pour que la terre soit utilisable en tant que construction? Voilà quelques points de vigilance à avoir avec ces matériaux-là. Du coup, donc là, c'était un cadre un peu général du cadre réglementaire et assurantiel et normatif. Maintenant, je vais vous présenter un petit panel de matériaux. On n'aura pas forcément le temps d'aller dans le détail. Il y aura je prendrai quelques questions après, à l'issue de la présentation. Et puis ensuite, on parlera de réemploi. Mais voilà, l'idée, c'est de vous dresser un panorama général. On ne sera pas exhaustif. Je ne vais pas vous donner toutes les caractéristiques, mais au moins pour vous donner une vue globale. Donc déjà, sur les définitions de biosourcés, géosourcés dont je parle depuis tout à l'heure, est-ce que je vais quand même m'assurer qu'on parle de la même chose et qu'on est bien en phase. Donc d'après vous, un matériau biosourcé, la définition officielle, c'est un matériau qui intègre une part de biomasse dans sa composition, qui est issu de ressources extraites des sous-sols ou qui est en partie issu de l'agriculture biologique. Alors on peut faire à main levée. Qui vote pour la réponse A? Ouais, j'ai l'impression qu'il y a pas mal que ça fait consensus. Réponse B, personne. Et réponse C? Je vois quelques mains timides sur la réponse C. Alors, bon, c'est la définition officielle. Un matériau biosourcé peut être issu de l'agriculture biologique, mais pas forcément. Mais voilà, la définition, c'est qui intègre une part de biomasse dans sa composition, que ce soit biomasse végétale ou animale. Après, cette définition n'intègre pas de part minimum de biomasse. Donc, ce qui veut dire qu'un fabricant qui va mettre 1% de liant ou issu de la biomasse pourra dire que son produit est biosourcé, alors que c'est vraiment une part minime de biomasse qui compose le produit. Mais pour ça, il y a le label produit biosourcé qui est porté notamment par Caribati, qui permet d'aller au-delà de la définition légale et d'observer en pratique est-ce que le matériau a vraiment une part signifiante de biomasse dans sa composition. Donc voilà, pour les définitions biosourcées issus du vivant, donc végétal ou animal, et géosourcés, les matériaux, les ressources minérales, donc ça va être la pierre naturelle et la terre crue, issue du sous-sol. Donc maintenant, j'en ai déjà cité quelques-uns. Du coup, est-ce que vous pouvez me citer des matériaux? Le premier qui vous vient à l'esprit, je pense que le bois. Je pense que c'est assez clair pour tout le monde. Est-ce que vous en pensez à d'autres? J'ai parlé de la paille, le chanvre. Bon, ouais. Ouais, donc le premier, ça va être le bois qui est le plus courant, que ce soit en bois d'œuvre pour la structure, ou qu'il soit sous forme d'isolant.
Alors, je ne vous ai pas ramené d'échantillons de charpente parce que je pense que de toute façon vous connaissez. Voilà, donc là vous avez quelques exemples. Ça c'est un gymnase qui a été construit avec des poutres treillis en lamellé collé. Voilà, donc le bois, vous connaissez peut-être Fibois, la filière bois. Fibois Aura du coup qui peut également vous répondre à toutes vos questions sur la filière bois et sur les différentes techniques constructives et sur les acteurs de la filière et sur les produits. Donc je ne vais pas forcément rentrer dans le détail du bois de construction. Ensuite, vous avez peut-être déjà construit en ossature bois, donc ça, l'ossature bois qui peut permettre de construire de la maison individuelle beaucoup, mais pas seulement. On peut construire tout type de bâtiment en ossature bois. Et ensuite, on va avoir aussi la laine de bois qui permet d'isoler. Je vous ai ramené des échantillons. Après, vous pourrez venir voir les échantillons de plus près. La laine de bois elle se présente soit sous forme rigide, soit sous forme flexible. Et du coup, ça marche notamment pour remplir des ossatures. Comme je vous montrais tout à l'heure sur l'ossature bois, on peut remplir en laine de bois, ou on peut également du coup le mettre en ITE, en isolation thermique extérieure, la fibre de bois rigide. Et après, on abordera les différentes caractéristiques des matériaux, notamment la densité. Ça peut aussi avoir justement un impact sur les caractéristiques du matériau, le choix de la densité. Ensuite, on a le chanvre. Du coup, vous en avez parlé. Donc, le chanvre, il y a plusieurs choses. En fait, déjà, il est beaucoup utile. Le premier usage était celui de la papeterie. Ensuite, il y a eu le textile. Aujourd'hui encore, on utilise beaucoup dans le textile. Et finalement, le chanvre en construction représente pas la plus grande part de l'utilisation du chanvre. Du coup, il y a plusieurs choses. On va le défibrer. Et du coup, en le défibrant, on peut faire également de la laine, des panneaux isolants à partir de la fibre. Et ensuite, ce qui va rester, on va avoir aussi toutes les tiges, ce qu'on appelle la chaîne vote. Du coup, ça fait un petit granulat végétal qui va pouvoir être mélangé à de la chaux, par exemple, pour faire du béton de chaux-chanvre. Donc là, je vous ai ramené aussi un échantillon. Donc ça fait des blocs, c'est ce que vous avez aussi sur l'image. Soit on peut faire des blocs préfabriqués, soit on peut faire un mélange qui va être projeté. Et que ce soit en construction neuve ou ça fait également le béton de chanvre projeté, un matériau qui peut être bien utilisé en rénovation, notamment sur de la pierre ancienne, pour isoler un mur en pierre ancienne par l'intérieur ou sur un mur en pisé également. Ça va avoir aussi, dans les migrations de vapeur d'eau, ça va aussi avoir tout un enjeu là-dessus. On le verra tout à l'heure quand je parlerai du caractère hygroscopique du matériau. Donc voilà, là vous avez un exemple d'un restaurant scolaire à Bourgoin-Jallieu qui a été fait avec différents écomatériaux, du bois, du pisé. On avait aussi de la pierre naturelle, je vous montrerai des photos. Et on avait du chanvre projeté qui a permis notamment de travailler sur une forme un peu en alcôve qui sort de l'ordinaire. Donc le chanvre n'est pas porteur. Le béton... Même si on parle de béton de chanvre, on ne peut pas faire des murs porteurs en béton de chanvre, mais il est autoportant, il se porte lui-même. Mais après, il a besoin d'une ossature, donc soit en isolation intérieure jusqu'à une dizaine de centimètres où on peut se passer d'ossature. À partir d'une certaine épaisseur, il lui faut une ossature pour se tenir. Vous pourrez après voir des vidéos de sa mise en œuvre. Ensuite, on a la paille en construction. Donc, là, l'image, elle représente très mal la construction en paille parce qu'on ne construit pas avec les bottes rondes comme ça. Mais la paille, c'est vraiment un produit qui était réservé au monde de l'agriculture, utilisé dans le domaine agricole. Et aujourd'hui, le monde de la construction vient prélever des bottes de paille pour les mettre en œuvre dans la construction. Donc là, vous voyez
les bottes de paille qui sont, elles, utilisées dans la construction, elles font quand même une épaisseur de 36 cm, donc ça fait des murs épais. Petite question sur la construction en paille. Quelle est, d'après vous, l'année de construction du plus ancien bâtiment connu en France construit en paille? 1880? Alors c'est 1920. C'est la maison Feuillette à Montargis. Donc, du coup, ça montre que finalement, c'est un bel exemple parce que ça permet de casser les idées reçues sur le fait que la paille va pourrir, va attirer les rongeurs et que ce ne sera pas durable. Là, on a un beau retour d'expérience sur la durabilité de la construction en paille. Voilà, donc plus de 100 ans de construction en paille. De durée de vie sur cet exemple. Pareil, vous pourrez retrouver une vidéo du off du développement durable de l'édition 2013. Donc c'est une petite vidéo de 3 minutes qui présente le projet. Aujourd'hui, ce bâtiment accueille le Centre national de la construction paille. Donc, avec un projet d'extension en ce moment pour accueillir ce centre-là. Du coup, construction paille, tout à l'heure, je vous ai parlé des règles professionnelles qui concernaient la paille en remplissage d'ossature. Donc là, on va parler de préfabrication, d'isolation par l'extérieur, de remplissage et de construction en paille structurelle. Du coup, donc la préfabrication, c'est un peu le voisin du remplissage. Ça va être un système d'ossature où du coup les montants en bois seront porteurs, sauf que là, on va faire des caissons préfabriqués en atelier qu'on va ensuite amener sur le chantier. La préfabrication, ça apporte certains avantages de pouvoir optimiser la mise en œuvre sur chantier. Ça représente surtout l'avantage de pouvoir en atelier bien soigner la mise en œuvre à l'abri et de pouvoir fermer les caissons de paille, avoir le pare-pluie, le pare-vapeur et de pouvoir du coup fermer tout ça en atelier et l'amener sur le chantier. Avec la construction en paille, il y a des gros sujets sur le chantier, sur les intempéries, la protection de la botte pour qu'elle ne prenne pas l'humidité avant sa mise en œuvre. Et du coup, la préfabrication est un moyen de contrôler ça. On commence à avoir des exemples d'isolation par l'extérieur. Et ensuite, on a la paille structurelle, la paille porteuse, dont on a également des exemples de plus en plus, mais qui reste du domaine de l'innovation en dehors des techniques courantes et du coup qui pose certaines questions. Donc là, vous avez un exemple de logement passif construit en paille préfabriqué dans les ateliers de Lignatech. Donc on voit bien, donc là comme je disais, ça permet d'optimiser le chantier. Le volume a été monté en très peu de temps. En quelques semaines, on avait le volume de montée. Et on voit bien du coup les différents caissons qui ont été assemblés. Là, on voit peut-être pas très bien, mais c'est surtout, voilà, en fait, remplissage d'ossature, c'est ni plus ni moins construire en ossature bois, comme je vous expliquais avec la construction bois, avec des montants, comme je le disais, la botte posée fera 36 cm d'épaisseur, donc il faut prévoir une ossature de cette épaisseur-là. Et ensuite, sur l'isolation thermique extérieure, on a un exemple notamment à Paris, avec Paris Habitat, qui sont venus isoler par l'extérieur une partie du bâtiment de logement collectif, où ils ont utilisé d'ailleurs deux techniques sur les deux premiers niveaux. Ils ont utilisé ce qu'on appelle en épine, donc mettre des montants en bois rapportés sur la façade, et on vient du coup un peu à la façon du remplissage d'ossature, mettre les bottes de paille entre les montants. Et ils ont utilisé aussi un système de sangle avec un piton qui vient se planter dans la façade, et du coup la botte de paille est retenue par une sangle. Pardon ? C'est une sangle classique de...
Ouais, bah, c'est... ça a dû être étudié par le bureau de contrôle pour que ça tienne. Ensuite, paille porteuse. On a un exemple à Villeurbanne. Je vous ai ramené également des carnets de chantier. Vous pourrez en voir, vous pourrez en prendre à l'issue de la présentation. Du coup, le choix avait été fait par l'architecte d'avoir une couverture avec une structure bois. Donc c'est vrai qu'on voit une structure bois, mais c'est une structure qui vient porter cette surtoiture. Et finalement, la paille porteuse, elle utilise très peu de bois parce que on va avoir une lisse basse, une lisse haute. Et là, justement, on va à nouveau utiliser des sangles. Donc là, on ne les voit pas sur cette image, les sangles, parce qu'on n'a pas encore la lisse haute. Mais l'idée, c'est vraiment de travailler sur la compression, de venir vraiment comprimer ces bottes de paille et de gagner en rigidité via cette compression. Et ensuite, là, sur cet exemple, les bottes ont ensuite été enduites en terre. Ce qui permet aussi de travailler sur là, l'enduit va rentrer. Le rôle de l'enduit va rentrer dans la note de calcul, notamment pour le contreventement du système porteur. Voilà. Ensuite, on a le roseau. Le roseau, on lui connaît l'utilisation un peu traditionnelle de toiture en chaume. Et on a également des exemples un peu plus contemporains. Donc ça, c'est un projet de Halle où du coup le choix du roseau avait été fait. Donc c'est également un projet qui a été primé à la fois dans le off du développement durable et dans le TerraFibra Award. Du coup, vous pouvez également retrouver de la documentation sur cet exemple. Ensuite, on a le lin. Le lin, vous connaissez certainement le linoléum, du coup à ne pas confondre avec justement le sol PVC. Je pense qu'on a tendance à oublier que le linoléum à la base est un produit biosourcé où du coup c'est de l'huile de lin avec des résines naturelles, de la farine de bois et des pigments pour apporter de la couleur qui constituaient ces sols-là. Donc là, on voit des exemples où justement on peut travailler également sur la couleur via ces pigments qui peuvent être naturels également. Et on va aussi avoir des revêtements un peu textiles, notamment pour faire du revêtement mural ou des choses comme ça. Ensuite, du coup, biosourcé, donc je disais que c'était biomasse végétale ou animale. Donc animal, c'est vrai qu'on peut se demander, du coup, oui, c'est là l'exemple qui vient, c'est la laine de mouton qui peut être utilisée sous deux formes, soit sous forme de panneaux, feutres, panneaux d'isolant, soit utilisée en vrac, notamment pour isoler, par exemple, un comble perdu. Ensuite, on a la ouate de cellulose. Donc, la ouate de cellulose, c'est un matériau biosourcé. C'est également un matériau issu d'une filière de recyclage. C'est tous les papiers usés dans lesquels on va récupérer la matière pour en faire ce qu'on appelle la ouate de cellulose. Donc là, c'est pareil, c'est à l'instar de la laine de mouton en vrac. Là, on va vraiment être sur du vrac. Du coup, vous pourrez venir également voir les échantillons. Ça se présente vraiment sous cette forme un peu friable. Et c'est du coup beaucoup utilisé pour isoler les combles perdus. Alors bien sûr, dès qu'on isole un comble perdu, il y a des points de vigilance à observer, notamment en ce qui concerne les passages des réseaux électriques, si on a des spots encastrés ou des choses comme ça pour éviter les risques de surchauffe et donc d'incendie. Et ben voilà, de toute façon, de manière générale, la mise en œuvre et le respect des règles de l'art s'imposent lorsqu'on travaille avec ces matériaux-là. Et la ouate de cellulose, je précise quand même que de par la mise en œuvre qui peut être soufflée, et du coup finalement assez efficace en quelque sorte.
c'est un isolant qui va avoir des bonnes propriétés aussi en termes de confort d'été ou de choses comme ça, et qui peut avoir aussi un coût finalement assez compétitif par rapport à des isolants plus traditionnels. Et ensuite, dans les matériaux un peu issus du recyclage, on a également des matériaux en coton recyclé. Donc ça, par exemple, si vous voyez les bornes relais dans lesquelles vous mettez peut-être vos vêtements, ils peuvent finir, vos jeans peuvent finir sous forme d'isolant. Là, on voit, c'est pour ça qu'il a une petite couleur bleue et on retrouve même quelques petites nuances en fonction de ce qui s'est retrouvé dans la benne. C'est également un isolant qui a de bonnes propriétés acoustiques et du coup qui peut se retrouver dans des panneaux acoustiques, donc pas forcément pour une utilisation d'isolation thermique exclusivement, mais également pour une isolation phonique. Donc là, vous avez un exemple de calepinage coloré dans une cantine scolaire pour traiter l'acoustique. Voilà pour un rapide panorama des biosourcés. Maintenant, je vais vous présenter, je vais parler un peu de géosourcés. À commencer par la terre crue. Donc, d'après vous, le plus haut bâtiment en terre crue du monde, quelle hauteur fait-il? Il est grand, oui. Grand, très grand. Alors, il fait 53 mètres. Alors, donc après, c'est un bâtiment un peu particulier parce que c'est le minaret d'une mosquée au Yémen. Donc oui, c'est pas une construction qui va accueillir du logement, des travailleurs ou du public. Mais finalement, on observe qu'il y a quand même à Shibam, toujours au Yémen, toute une ville qui ressemble au Conte des Mille et une Nuits, qui est construite avec des constructions en terre de logements de plusieurs étages. Donc ça montre quand même que c'est possible de construire haut et en terre crue. Et même si vous vous baladez dans Lyon, ou notamment à la Croix-Rousse, on ne le perçoit pas forcément parce qu'il y a les enduits, mais il y a beaucoup de constructions qui ont été construites en pisé. On connaît peut-être plus les constructions en pisé du Nord-Isère qui reste visible, mais à Lyon également, il y a pas mal d'immeubles construits en pisé. Donc là, je parle du pisé, ça c'est juste une carte qui a été faite par Amaco pour montrer les différentes techniques et leur répartition géographique. Donc on va avoir du torchis, du pisé, du bauge, de l'adobe, selon les territoires. Donc le torchis, là on est sur quelque chose de non structurel, c'est un mélange de terre et de paille qui va être apposé sur une structure, sur un latis ou sur quelque chose pour faire du remplissage. Là vous avez des exemples qui sont également présentés dans un carnet de chantier que vous pourrez récupérer. Le pisé, le pisé, là on va être sur du structurel, sur du porteur. Donc c'est le même principe un peu le même principe qu'un béton banché. On met une banche de plaques et on va venir mettre la terre couche par couche. Donc quand on voit du pisé, c'est assez visible les différentes couches qui ont été apposées. Et on va venir tasser avec ce qu'on appelle un pisoir, d'où le nom donc un pisoir qui peut être manuel ou pneumatique, d'où le nom de la technique. Donc voilà les constructions traditionnelles en pisé, on voit bien les couches. Et ensuite, on a également des constructions un peu plus contemporaines en pisé. Donc ça, vous connaissez certainement l'orangerie du côté de Confluence, où là, du coup, il y a eu la préfabrication de blocs qui ont été ensuite assemblés. Et la brique de terre comprimée, là, je vous ai ramené un petit échantillon, mais c'est juste un bout de brique. C'est pas, la brique est beaucoup plus grande, mais c'est très lourd aussi. Du coup, je ne vais pas ramener une brique entière. Mais justement, donc là, on utilise de la mécanisation pour venir tasser ces briques. Ça fait une brique qui va être très dense. Et ça peut permettre notamment justement d'amener de la densité, de l'inertie sur des espaces intérieurs. Il y a notamment le cycloterre en région parisienne qui
qui travaille sur des produits en terre crue à partir des terres d'excavation des travaux du Grand Paris. Et ils ont publié des ATEX pour permettre voilà, d'avoir des bonnes pratiques sur la mise en œuvre de ces produits et des guides de conception également. Voilà pour la terre crue. Ensuite, la pierre naturelle. La pierre naturelle, vous pouvez notamment vous rapprocher de Renapi, qui est également un acteur, un réseau qui regroupe des acteurs de la filière, depuis les carrières jusqu'aux concepteurs. Et là, ils ont dressé une carte du coup de la répartition des différentes roches sur la région. Je vous ai mis quelques exemples. Donc, là, c'est à Caluire où il y a un immeuble construit en pierre naturelle par Perrodin. Et ça, c'est l'exemple du restaurant scolaire de Bourgoin-Jallieu, dans lequel on avait du béton de chanvre projeté. On a également de la pierre naturelle qui vient du Nord-Isère ou de l'Ain, mais voilà, sur des filières très locales. Ça, c'est voilà, juste pour dire que finalement, les ressources chaque territoire peut avoir ses biosourcés, ses géosourcés. Il existe beaucoup de cartographies. Il y a notamment celle du collectif de la frugalité heureuse et créative qui se veut collaborative. Et on avait dressé aussi un état de l'art des différents outils cartographiques qui existent, que ce soit justement celle de la filière bois par Fibois, du réseau français de la construction en paille sur la construction en paille et de toutes les autres filières. Donc vous pourrez retrouver ça en ligne. Et maintenant, très rapidement, je vais vous donner quelques caractéristiques des bio et géosourcés, sans forcément aller trop dans le détail, mais voilà, pour vous donner une idée, et notamment par rapport aux matériaux plus classiques. Donc ça, c'est des graphiques qui ont été proposés par Caribati dans le cadre de la formation sur le sujet que nous avons mis en place. Du coup, ce qu'on regarde quand on va regarder un isolant, ça va être avant toute chose la conductivité thermique qui pourra déterminer la résistance thermique, le R. Du coup, là, ce que le schéma met en avant, c'est qu'on n'est pas forcément sur des conductivités thermiques forcément très compétitives avec des isolants synthétiques ou minéraux. On se place plutôt au même niveau ou sur certains éléments, notamment sur les bétons végétaux. Donc ça va être sur le béton de chauffe projeté, on n'a pas du tout une conductivité qui va être concurrentielle avec de la laine. Mais ces matériaux peuvent avoir d'autres avantages, notamment, là on va regarder deux choses. Donc la masse volumique, ça va être finalement la densité, où là justement les bétons végétaux vont être très denses. On va plus travailler sur de la densité. Les isolants fibres de bois, je vous disais que là on a un delta important parce que, comme je l'ai expliqué, on peut avoir des isolants plus ou moins rigides et plus ou moins denses. Et ensuite, il y a une deuxième chose qu'on peut observer, c'est la chaleur spécifique. Ça va être la quantité d'énergie qu'il va falloir pour réchauffer 1 kg de matière d'1 degré Celsius. Et là, on s'aperçoit que on a certains matériaux qui vont avoir une chaleur spécifique plus importante. Et du coup, je parle de cette densité et de cette chaleur spécifique. C'est pour amener le sujet de l'inertie et du déphasage thermique qui va permettre, notamment le déphasage, ça va permettre de gérer le confort d'été. Le déphasage thermique, ça va être le temps que la vague de chaleur qui va toucher la paroi extérieure va mettre pour rentrer dans la pièce, à l'intérieur du bâtiment. Et du coup, en ayant des matériaux denses avec de l'inertie, ça va permettre d'avoir un long temps de déphasage, ce qui va pouvoir... en gros, l'idée du déphasage, un déphasage optimal, ce serait un déphasage de 12 heures, où du coup, ce qui veut dire que la chaleur va mettre 12 heures pour rentrer à l'intérieur
C'est-à-dire que la chaleur va rentrer au moment où finalement ce sera la nuit, on pourra ouvrir les fenêtres plus facilement pour ventiler et pour évacuer cette chaleur-là. Alors forcément, le déphasage peut aussi avoir ses limites sur des vagues de chaleur très importantes où la température la nuit ne descendra pas, mais ça peut quand même, à la mi-saison ou dans certains cas, permettre de gérer ce confort d'été. Autre point de ces matériaux-là, si on les regarde au microscope, notamment là vous avez de la Schoenvott, regardez au microscope, vu que ce sont des matériaux végétaux, on a tous les pores qui faisaient passer la résine de ces végétaux, ça va permettre de donner un caractère hygroscopique du matériau, c'est sa capacité à retenir de l'eau sous forme de vapeur. Donc, sur un air trop humide, dans des situations d'humidité relative trop importantes, ces matériaux vont avoir une capacité à absorber cette humidité et à la relarguer lorsque l'air sera trop sec. Là, vous avez un graphique qui montre sur des humidités relatives se rapprochant des 100%, la capacité des bétons de chanvre à absorber cette eau. Ensuite, je vais laisser la parole à Claire qui va vous parler de l'empreinte environnementale de ces matériaux-là, parler un peu d'ACV, et ça permettra après de basculer, de faire le lien avec le réemploi de matériaux de construction. Et effectivement, peut-être juste pour terminer sur la question d'empreinte environnementale, l'idée, c'est pas de dire qu'il y a un matériau mieux qu'un autre, c'est qu'il y a des données qui existent, ça s'appelle les fiches de données environnementales et sanitaires. Je pense que maintenant, vous avez dû un peu vous acculturer à tous ces sujets-là avec la RE 2020. C'est un bon morceau. Je pense que ce n'est pas une partie de plaisir pour vous tous, mais pour un peu tous les acteurs, je crois. L'avantage des FDES, c'est qu'elles mesurent vraiment l'impact environnemental des matériaux sur 26 indicateurs. Alors, ce matin, on a parlé beaucoup carbone, mais il y a bien d'autres enjeux que le carbone. La RE 2020 va essentiellement amener des critères sur l'enjeu carbone, mais bien sûr sur tout ce qui est eau, enfin voilà, bien d'autres impacts. Ces matériaux peuvent avoir des atouts. Ces quelques slides, c'est simplement pour vous dire que vous avez une base nationale qui s'appelle la base INIES, qui est gérée par le CSTB, qui est vraiment une base de données publique. Donc tout est transparent au niveau de ces données environnementales. Il y a de plus en plus de fiches de données environnementales et sanitaires de produits qui sont disponibles sur cette base INIES. Simplement pour vous dire, dans le cadre de la RE 2020, qui est la réglementation environnementale qui s'applique aux constructions neuves, il faut faire maintenant un calcul environnemental du bâtiment, c'est-à-dire que tous les produits qui vont être mis en œuvre dans le bâtiment vont être quantifiés et multipliés par une donnée environnementale, et ça va donner l'impact environnemental du bâtiment. Donc ce calcul-là, pour typiquement pour les matériaux biogéosourcés, alors parfois il y aura des fiches de données environnementales qui seront disponibles, parfois elles ne le seront pas, et à ce moment-là, il y a des données par défaut qui ont été mises en place par le ministère pour permettre néanmoins de faire des calculs. Mais c'est des données qui sont défavorables. Donc l'objectif, c'est d'avoir un maximum de données spécifiques liées à un produit. C'est juste pour vous donner un aperçu de cette base INIES. Vous pouvez aller chercher n'importe quel produit et ouvrir cette fiche de données environnementales et sanitaires. Alors, vous allez forcément plus confier ce travail-là à vos bureaux d'études, mais vous pouvez tout à fait aussi comparer deux produits, voir les impacts environnementaux de ces produits. C'est des données qui sont vérifiées, donc il n'y a pas du tout de... quelque part, parce que des fois on entend ça, c'est biaisé, c'est des industriels, etc. Enfin, il n'y a aucun... Enfin, voilà, il y a une transparence, c'est fait par des ACVistes professionnels, c'est vérifié par tierce partie, donc très objectif comme données. Et on entend aussi souvent que les matériaux biogéosourcés sont défavorisés parce que ce n'est pas forcément des produits manufacturés, et ça peut être très spécifique à un site. Sachez qu'il y a aussi des configurateurs de données environnementales qui sont ou déjà développés ou en cours de développement,
concrètement, c'est DE Bois pour le bois. Et puis Acacia, qui est développé par Caribati sur tout ce qui est matériaux bio et géosourcés, qui permettra finalement, en fonction de votre chantier, aussi de générer des fiches de données environnementales et sanitaires liées spécifiquement à votre produit. Donc il y a beaucoup de choses qui s'est développées. Il y a quand même le ministère qui a pas mal soutenu le développement aussi de ces configurateurs pour que tout le monde soit, entre guillemets, sur un pied d'égalité et pas que les industriels qui ont 15 000 € à mettre pour faire une fiche. Voilà. C'est un vaste sujet, on pourra y revenir dans les temps de questions-réponses. Peut-être juste pour finir sur les questions bio-géosourcées. La métropole de Lyon anime depuis 2 ans ce qu'ils appellent des plateformes des acteurs du BTP avec des focus sur les bio-géosourcés et matériaux de réemploi. Et on vous recommande ces 3 webinaires qui ont été organisés là, il y a quelques semaines. Ils sont assez courts, mais ils font vraiment un panorama sur les filières locales disponibles, que ce soit en termes de bois, d'isolation, de terre crue et de paille. Donc vous trouvez tous les supports replay sur le site internet voilà, qui est identifié ici. On va prendre peut-être 5 minutes de questions-réponses avant de passer au réemploi, qui est pour le coup un sujet assez différent de ce qu'on vient de vous dire. Oui, moi je le vois, j'ai assisté à 2-3 conférences ou exposés ou formations, mais j'ai des doutes sur l'application parce qu'on ne peut pas, en tant qu'architecte, par exemple, a priori, savoir quels vont être les bons matériaux. Ou, quand on aura fait quelques-uns, on aura vu que ça marche, parce qu'on sait qu'avec le bois, ça marche, et que l'électricité, ça marche, puisque c'est des produits qui, en dégagement de gaz à effet de serre, sont très bons. Donc là, ça marchera, on aura une bonne note, mais dès qu'on va utiliser autre chose, on est incapable de savoir a priori ce qui va être bon. Il va falloir attendre que le bureau d'études calcule tout ça, et même le bureau d'études ne pourra pas en parler, c'est ce qui va sortir de son ordinateur, de l'ordinateur et des bases de données, qui va dire si c'est bon ou pas. Donc voilà, donc très vite, on va avoir des constructions, on sait qu'avec ça et ça, ça marche. Et pour ne pas mettre des mois et des mois pour trouver la bonne solution, ben on va utiliser toujours les mêmes produits. Ça, moi, je vois les choses comme ça. Et puis, il va y avoir d'un côté, enfin, de plus en plus, les praticiens, les architectes, les entreprises, hein, et de l'autre côté, les légistes, l'administration, les contrôles, les trucs qui vont se séparer, qui vont aller sur 2 voies différentes. C'est un avis très personnel, je ne sais pas ce que vous en pensez. Après, je pense que peut-être chacun s'est un peu fait son avis. Là, le problème, c'est qu'on est encore sur une phase d'application qui reste récente. Les premiers calculs arrivent seulement maintenant. Le décryptage, il se fait maintenant un peu collectivement, et c'est tout le but aussi des réseaux tels que VAD, mais il y en a d'autres. Il y a les travaux aussi, je peux vous orienter vers les travaux du Hub des prescripteurs bas carbone, qui font, voilà, c'est un travail aussi intéressant, et ils sont vraiment aussi dans le partage des données. Donc, ils organisent tous les 4-5 mois des webinaires qui, justement, met en valeur un petit peu les principaux résultats par rapport à cette RE 2020, que ce soit sur les équipements techniques, sur les modes constructifs, pour essayer d'avoir un peu des tendances, parce que je suis d'accord avec vous, il faut avoir un peu de repères, parce que sinon ça devient très très compliqué, on n'est pas tous armés pareil. Nous, c'est les retours qu'on a, il y a des gros projets où on est très entouré, puis il y a les petits projets, on n'a pas forcément les mêmes moyens. Par contre, il y a des choses qui sont sûres, c'est que finalement, il y a des choses qu'on ne va pas redécouvrir, c'est que moins de matière, ça sera moins d'impact. Parce que le calcul, c'est quantité fois impact environnemental. Donc, si on arrive à avoir quand même une réflexion sur la limitation de la matière qui est engagée dans un produit, c'était la slide du début, réfléchir, laisser des matériaux apparents, etc. Moins de matière, des ressources locales, des produits moins transformés. Globalement, on sera sur la bonne trajectoire. Voilà, le tout béton, encore une fois, ça sera plus difficile, même avec du béton bas carbone. Mais par contre, je pense que cette année, il va y avoir vraiment beaucoup de consolidation de tendances qui vont être diffusées, qui vont donner aussi des aides aussi pour les concepteurs, quoi, parce que ça reste effectivement un peu compliqué. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas un déséquilibre entre la disponibilité des ressources Est-ce qu'il n'y a pas un déséquilibre entre la disponibilité des ressources biosourcées et les besoins?
je peux juste commencer, après je laisse Nicolas compléter. Là, c'est en Auvergne-Rhône-Alpes, c'était tout l'objectif en fait de l'étude qu'a confiée la métropole de Lyon à Caribati. Caribati, c'est vraiment on va dire la structure très spécialisée sur les matériaux biosourcés en France, sachant qu'ils sont présents à Lyon. Ils ont mené une étude qui est maintenant publique pour justement comparer la disponibilité des matériaux biogéosourcés versus les besoins du territoire. Et il y a eu des projections avec les chantiers à venir, etc. Ça a été restitué dans le cadre de ces 3 webinaires-là. Et aujourd'hui, on constate qu'il n'y a pas vraiment un problème de ressources. Après, il y a peut-être pour le bois plus des difficultés des fois de transformation, avoir les bons produits. En tout cas, ce qui est sûr, c'est par exemple sur la paille, il n'y a absolument pas de problème de ressources. Enfin, la ressource est pléthorique. Et je laisse Nicolas compléter s'il y a d'autres éléments par rapport à cette disponibilité. Oui, je pense que tu as tout dit. C'est vrai que sur la paille, après, en Auvergne-Rhône-Alpes, on peut avoir des tensions, mais on peut aller chercher dans d'autres régions. Alors après, voilà, ça pose toujours la question on aimerait construire avec la paille du champ d'à côté, mais là, il se trouve que sur certaines opérations, là, on fait venir de la paille depuis Centre-Val de Loire ou d'autres régions. Globalement, au niveau national, oui, il n'y a aucun problème. Après, voilà, c'est vrai que ça se regarde filière par filière. Il y a aussi la DREAL qui mène des études sur le chanvre et sur la paille, notamment. Ce qui apparaît aussi, c'est peut-être plus finalement un problème de compétences, un manque de personnes formées, compétentes pour mettre en œuvre ces matériaux-là. C'est peut-être là-dessus, plus qu'il y aurait un axe de travail, développer ces formations, développer voilà, ces compétences. Il y a une question là-bas. Oui, j'ai 2 remarques. La première, c'est rebondir tout de suite sur ce que vous disiez. Me dire que la paille, il n'y a pas de problème d'approvisionnement, j'ai quelques doutes. Quand quasiment tous les étés, les éleveurs sont obligés de faire traverser de la paille toute la France, voire au-delà, pour les besoins de l'agriculture. Donc si on rajoute des besoins du bâtiment, j'ai quelques doutes sur cette étude, très sérieusement. Et j'ai envie de dire, en France, on a toujours une espèce d'obsession. Quand on sort une règle, il faut que tout le monde se lance là-dedans. Ça a été le cas de toutes les réglementations thermiques passées. Passé un temps, on disait faut des fenêtres les plus petites possibles parce que c'est pas bien, c'est que de la déperdition. Puis on s'est aperçu qu'un jour, ça pouvait aussi apporter de la chaleur. Donc on a réouvert les fenêtres. Maintenant, il y a point de salut en dehors du bois. Le bois, il va bien falloir qu'il se produise. Et même si on est un pays qui en produit beaucoup, on en importe déjà de toute l'Europe. La vérité, elle est très souvent, comme dans beaucoup de domaines, un petit peu dans la mixité des solutions. Et le béton, c'est pas tout mauvais. Et effectivement, quand on fait des constructions, on importe le bois depuis la Finlande ou la Pologne, j'ai quelques doutes sur le résultat par rapport à un béton qui vient de Bouvès, c'est-à-dire quand même pas très très loin de chez nous. Ça, c'était le premier point. Le deuxième, c'est un petit peu qui paye et à quel moment. Parce que nos permis de construire, on a une répartition traditionnelle en maîtrise d'œuvre de dire un permis, c'est à peu près 30-35% du coût de maîtrise d'œuvre. On arrive à des permis de construire qui sont quasiment des plans projets, voire des plans d'exé, avec ce qu'on nous demande. Donc, qui va payer ça? Parce que l'émission complète, ça existe, mais ce n'est pas tout le temps le cas. Donc, quand vous allez avoir une émission limitée au permis, qui va payer ce travail qui est plus conséquent qu'avant? Donc il y a une vraie interrogation sur ce sujet. Et puis finalement, j'ai une troisième remarque. Quand on bascule sur une technique, j'ai rien contre le bois, j'en fais aussi. Mais on est dans des régions, on utilise le bois, certes, mais on ne va pas transformer nos maçons de la région en charpentiers demain matin. Ça n'existe pas, c'est pas vrai. Donc il y a aussi un temps de la transformation qui est le temps des personnes. On peut faire la formation, on peut faire l'évolution professionnelle, on peut faire tout ce qu'on veut, mais ça ne se fait pas en 3 ans ou en 5 ans. Donc il faut aussi se donner le temps de cette mutation.
Alors effectivement, là, peut-être ça aurait pu être la slide de conclusion sur la mixité. C'est vrai qu'on n'a pas insisté là-dessus dans notre discours, mais bien entendu, l'idée, c'est pas aujourd'hui de dire qu'il y a des matériaux mieux que d'autres. Et effectivement, l'objectif, c'est vraiment d'être sur de la mixité. Enfin, je pense que vous êtes pas mal autour. On a reconnu des visages de gens qui font du bois, de la construction mixte depuis très longtemps. Il n'y a pas une solution meilleure qu'une autre. Effectivement, il faut savoir s'entourer pour faire les choix judicieux en fonction de son projet. Et je suis vraiment d'accord avec vous sur le temps aussi de mutation. Et je reviens un peu sur cette question de la RE 2020. C'est ce qu'on constate aussi parce que on voit un peu la complexité, on voit des fois un petit peu effectivement la montagne qui arrive devant, mais par contre, ce qui est hyper intéressant, c'est les mutations que ça entraîne chez tous les acteurs, malgré tout. Chez les industriels, typiquement, on voit vraiment des industriels. C'est nos acévistes qui sont dans nos groupes de travail qui nous le disent, qui disent on ne comprend pas pourquoi notre produit il a un impact, vous nous faites un calcul, vous nous dites qu'il a tel impact, mais alors essayons d'aller gratter un petit peu sur le process, sur après sa mise en œuvre, etc. Comment on peut optimiser ces produits-là. Et en fait, c'est tout cet élan-là qui est hyper positif malgré tout, et je pense que c'est ça qu'il faut aussi retenir. La vérification, il n'y aura peut-être pas forcément de vérification suffisante, etc. Mais en fait, c'est pas grave. Pourquoi on le fait? C'est parce qu'on est à peu près convaincu, il faut quand même réduire les impacts, et que tout le monde s'y met. En fait, tous les acteurs s'y mettent. Et effectivement, ça prendra peut-être plus ou moins de temps, mais je pense que c'est quand même à saluer. Cette réglementation, elle est quand même assez unique malgré tout en Europe, etc. Donc c'est plutôt intéressant. Je ne sais pas si tu avais des compléments. Ou sinon, on passe... Ce que je vous propose, c'est qu'on passe sur le réemploi, qui est finalement un sujet différent de ce qu'on a pu vous dire sur le bio et géosourcé. Peut-être en commençant par un petit quiz. Alors, est-ce que vous avez entendu parler de la loi AGEC? Est-ce que ça vous parle? Non, pas du tout. Alors, en fait, la loi AGEC, c'est la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire qui a été promulguée en février 2020. Et qui a vraiment vocation à transformer l'économie française d'une économie linéaire à une économie circulaire. Donc ça touche beaucoup de secteurs, hein, c'est la fin du plastique jetable, etc. Et ça touche en particulier le secteur du BTP, avec par exemple la mise en place de la REP PMCB, hein, la responsabilité élargie des producteurs sur les produits, les matériaux de construction, et qui va aussi obliger à faire des diagnostics PEMD, et ça, je vais vous en parler un petit peu après. Donc là, vous avez, ça rejoint ce que j'ai dit en début d'intervention, une petite roue sur l'économie circulaire qui a été réalisée par l'Alliance HQE-GBC, où on voit finalement que le réemploi, hein, c'est qu'une petite brique de toute cette démarche d'économie circulaire, d'optimisation des flux, de sobriété, d'allongement de la durée de vie des produits, et puis aussi toute la démarche un peu de management des parties prenantes. Donc très concrètement, là, quand on va être dans cette démarche d'économie circulaire, on va finalement, au lieu de construire, et de démolir finalement, et que tous les matériaux finissent à la benne ou au mieux, on va dire recyclés. L'idée, c'est d'être sur un nouveau cycle du bâtiment, c'est-à-dire que le bâtiment va vivre sa première vie. Ensuite, on va réaliser un diagnostic de ce bâtiment, diagnostic ressources, diagnostic PEMD, on en reparlera après. On va venir déconstruire, collecter les matériaux, ensuite les préparer, les stocker, avoir une expertise spécifique et hop, pouvoir les réintroduire à nouveau dans un deuxième bâtiment. Donc on est vraiment dans cette optique-là quand on va parler de réemploi de matériaux. Avant toute chose, il faut bien comprendre cette règle des 3 R, hein, réemploi, réutilisation, recyclage, et bien raisonner suivant cette hiérarchie des modes de traitement. La première étape, c'est vraiment d'être sur la prévention à la production de déchets. Ça passe par quoi? Ça passe déjà par la sauvegarde, hein, un maximum du patrimoine existant, poser un regard peut-être différent sur ce qu'on a déjà pour se dire est-ce qu'on est forcément obligé de
tout enlever? Est-ce qu'on ne peut pas conserver une partie des matériaux? Et ça sera, entre guillemets, le réemploi le plus simple, hein, parce qu'on ne va pas venir toucher ces matériaux. Ensuite, on va venir, deuxième étape, hein, qui est intéressante, c'est effectivement réemployer ces matériaux. La distinction avec la réutilisation, c'est que le réemploi, en fait, le matériau, on va venir le déconstruire et on va venir le réutiliser pour un même usage. Par exemple, on va enlever un radiateur en fonte et on va le remettre pour un usage de radiateur. La différence avec la réutilisation, c'est que le matériau, on va détourner en fait son usage. Par exemple, on vous montrera un exemple après, des persiennes en bois vont être utilisées pour faire un bardage. Et donc là, on va réutiliser ce matériau. Dans les faits, et généralement pour les acteurs du réemploi, on va souvent mélanger ces deux notions, réemploi, réutilisation, peu importe, tant que le matériau est réutilisé. Et si et seulement si finalement on ne peut pas faire ces étapes-là, on va être sur du recyclage, puis de l'incinération, et finalement de l'enfouissement. C'est ce qu'on va essayer d'éviter un maximum. Donc, est-ce que certaines personnes ont déjà entendu parler de ce diagnostic PEMD ? Oui. Qu'est-ce que ça signifie ? Voilà, c'est ça. C'est le diagnostic produits, équipements, matériaux, déchets. Vous étiez peut-être plus familier avec le diagnostic déchets, qui était réglementaire depuis 2011, mais finalement qui était pas toujours fait, pas toujours vérifié. Au dire un peu des acteurs du bâtiment, c'était pas non plus forcément quelque chose qui était très utilisé finalement in fine. Il y avait une autre pratique en fait qui était faite par les acteurs du réemploi, c'est ce qu'on appelle un diagnostic ressources. Ces acteurs du réemploi venaient scanner le bâtiment qui allait être déconstruit, démoli, pour se dire voilà, qu'est-ce que j'ai et qu'est-ce que je pourrais réutiliser dans un autre projet. Donc ça avait vraiment une finalité de réutilisation de ces matériaux. Donc finalement, ce diagnostic PEMD, qui est une conséquence de la loi AGEC, dont je parlais précédemment, est maintenant obligatoire à partir de cet été pour les surfaces supérieures à 1000 m², pour toute démolition ou rénovation significative. Donc l'objectif, ça va être vraiment de quantifier et de qualifier tous les produits, équipements, matériaux et déchets qui vont être issus de cette déconstruction et de proposer des solutions de valorisation en respectant la hiérarchie des modes de traitement que je vous ai présenté avant. Donc ça, finalement, ça va être un outil qui va fortement inciter au réemploi, puisque les maîtres d'ouvrage vont plus se rendre compte aussi de la valeur et des matériaux qui pourraient être réutilisés finalement sur un autre site ou sur leur propre patrimoine. Autre question, on a parlé de la RE 2020. Est-ce que vous savez comment est comptabilisé l'impact carbone d'un matériau de réemploi dans le cadre de la RE 2020 ? J'ai entendu nul, je crois. Exactement. Pour favoriser cette pratique, dans le calcul de l'analyse de cycle de vie du bâtiment, on va considérer qu'un matériau de réemploi a zéro impact, ce qui n'est pas vrai en réalité, parce qu'il y aura toujours du transport, il y aura toujours un impact. Mais finalement, pour favoriser ces matériaux-là, l'impact va être nul. Donc ça aussi, c'est un outil assez intéressant, parce qu'aujourd'hui, peut-être que ça ne va pas faire la différence sur votre calcul global, mais demain, quand il va falloir grappiller des petits gains carbone, et finalement, les dalles de faux plancher, des radiateurs, etc., en réemploi, ça va pouvoir être intéressant. Une conséquence un peu de ce que j'ai dit précédemment, est-ce que vous avez connaissance de nouvelles missions qui vont devoir être réalisées dans le cadre d'un projet de réemploi ? Oui. Oui. La déconstruction, et qu'est-ce qu'il y a d'autre comme nouveaux métiers finalement, entre guillemets nouveaux, qui émergent avec toute cette filière réemploi ? Oui, diagnostic. Ouais. Remise en état, effectivement.
Il y a beaucoup de choses qui vont changer finalement avec ce réemploi. Alors je ne l'ai pas dit en introduction, mais le réemploi, ce n'est pas nouveau finalement. C'est vraiment une pratique ancestrale, mais finalement, avec l'ère industrielle, au même titre que pour les matériaux biogéosourcés, on a finalement énormément perdu cette expertise du réemploi des matériaux et on redécouvre une pratique qui a toujours été faite. Et surtout, on essaye maintenant de l'encadrer d'un point de vue réglementaire, assurantiel, pour qu'il n'y ait pas de pathologie surtout, et pour pas que cette nouvelle filière qui se structure se tire une balle dans le pied dès le début, quoi. Donc il y a énormément de vigilance par rapport à cet aspect assurantiel du réemploi. Alors sur le schéma classique au niveau d'une opération, bon, on ne va pas épiloguer un maître d'ouvrage, un maître d'œuvre. Un maître d'ouvrage fait appel à une entreprise et l'entreprise fait appel à un fabricant pour le choix de ses matériaux. Là, dans le cas du réemploi ou de la réutilisation, on va être sur un schéma un petit peu différent. C'est-à-dire que c'est un peu plus compliqué, mais il ne faut pas avoir peur, ça se passe bien. Il y a plein de réalisations qui sont déjà réalisées. Un maître d'ouvrage A va faire appel à un diagnostiqueur, PEMD, qui va venir faire un diagnostic sur son bâtiment, puis à un déconstructeur qui va venir déconstruire le bâtiment soigneusement, pas le démolir pour garder les propriétés de ces matériaux. Et ensuite, ces matériaux peuvent être stockés sur ce qu'on appelle des plateformes de réemploi, ou peut être stocké sur un espace tampon au pied de l'immeuble en attendant un prochain chantier. Voilà, il y a plusieurs, ou dans le cadre de magasins éphémères, il y a plein de solutions qui se développent. Et ensuite, ces matériaux pourront être utilisés par un maître d'ouvrage B via son entreprise. Donc, ce qui change finalement, c'est qu'il n'y aura plus forcément le fabricant, enfin, il n'y aura plus de fabricant avec cette nouvelle chaîne de responsabilité. Et tout l'enjeu, ça va être qu'à un moment, quelqu'un s'engage sur les performances et l'aptitude à l'emploi du produit réemployé. Donc, très concrètement, effectivement, on voit aussi, on parlait de compétences, il y a une vraie mutation au niveau des savoir-faire et des compétences pour pouvoir développer ces enjeux de réemploi. Il y a tout d'abord le diagnostic ressources. Alors, on a de plus en plus d'acteurs spécialisés du réemploi en Auvergne-Rhône-Alpes. On vous donnera après un lien vers un annuaire qui vous permet déjà de faire appel. Il y a beaucoup de bureaux d'études qui peuvent vous accompagner là-dessus. Donc, le diagnostic ressources ou diagnostic PEMD. Après, il y a tous les acteurs de la dépose. Et ça, ce n'est pas évident non plus, parce que finalement, savoir déposer soigneusement un matériau, un faux plafond, sans trace de doigts, etc., enfin, c'est tout un savoir-faire. Voilà. Sinon, parce que le gros enjeu du réemploi, c'est l'acceptabilité. Donc, il faut que les matériaux soient à peu près soient en bon état. Après, il y a toute la phase transport et stockage qui aujourd'hui représente un coût. Et un message très important sur le réemploi, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que le réemploi soit moins cher. Et ce n'est pas sur cet argument-là que vous pourrez peut-être convaincre aussi autour de vous sur ce réemploi. Ce n'est pas aujourd'hui forcément le cas, parce qu'il y a tous ces coûts-là pour le moment. Il y aura ensuite cette phase un peu de caractérisation des performances et de l'aptitude à l'emploi du matériau, qui pourra être cette phase-là très allégée si on est simplement sur un réemploi de matériaux, enfin un déclassement du matériau, s'il y a très très peu d'enjeux ni structurels, si ce n'est pas un équipement actif, voilà, il y a des matériaux pour lesquels finalement cette phase-là sera assez facile. Et après, il y a aussi tout ce travail de reconditionnement. Donc voilà, on voit qu'il y a tout un ensemble de missions un peu nouvelles qui vont se mettre en place sur ce réemploi. Et puis au niveau des formations aussi qui se mettent en place pour former. Alors là aujourd'hui, on est dans le cadre finalement d'une acculturation sur ces sujets-là, mais il y a aussi toute une formation là, qui se met en place. Il y a eu la première édition en Isère sur une promotion de techniciens valoristes, parce que très clairement, c'est là-dessus aussi qu'il y a de gros manques. Et puis le CSTB, par exemple, qui fait une formation un peu de 6 jours pour devenir diagnostiqueur PEMD, parce que c'est quand même des compétences très spécifiques et ça nécessite d'avoir une très bonne connaissance des filières locales, des acteurs locaux, pour savoir trouver des exutoires à ces matériaux. Donc chez VAD, on a vu depuis quelques années une vraie envie des professionnels d'être outillés sur ces questions de réemploi. Et donc on a lancé une action collective qu'on co-anime avec Nicolas. Et donc on a développé beaucoup d'outils sur ces sujets-là, dont
la première chose, c'était savoir convaincre. Donc, on a fait ce petit argumentaire que vous avez dans les mains pour un peu déconstruire les principales idées reçues du réemploi. Et on a lancé assez rapidement une enquête pour essayer de faire émerger des projets en Auvergne-Rhône-Alpes qui intègrent déjà des matériaux de réemploi pour en fait prouver, comme pour les matériaux bio-géosourcés, l'objectif c'est de prouver que ça marche, que ça existe, d'aller visiter ces projets, d'aller visiter aussi avec ses clients, etc., pour dire que c'est une réalité et que c'est pas moins qualitatif qu'un autre projet. Donc là, l'objectif, c'est de vous présenter un petit peu les résultats de cette première enquête. Donc on a recensé 36 projets, à la fois des opérations de construction et de réhabilitation, mais aussi des projets d'aménagement. Il y a plusieurs types de projets de réemploi. Alors, ce qu'on appelle la déconstruction sélective, des projets qui ont vraiment mis en œuvre une démarche de déconstruction sélective pour que les matériaux soient ensuite sur des plateformes. Il y avait des projets de réemploi, ce qu'on appelle in situ, c'est-à-dire qu'on va venir déconstruire des matériaux sur un bâtiment et on va les réutiliser sur ce même bâtiment, ce qui peut parfois être plus simple parce que finalement on ne change pas de maître d'ouvrage, etc. Ou alors du réemploi ex situ, ça veut dire que sur un projet, on va faire venir des matériaux d'un autre projet ou d'une plateforme de réemploi. Et puis on avait d'autres projets qui étaient à la fois des déconstructions sélectives, puis du réemploi in situ ou ex situ. Donc sur notre site internet, vous retrouvez des fiches de retour d'expérience qui montrent vraiment qui ont été les acteurs, combien ça a coûté, quels ont été les freins et les leviers pour réaliser ces projets-là. Sur ces projets récoltés, on a pu un peu quantifier le poids des matériaux sauvés. Donc là, sur 10 opérations, il y avait plus de 3000 tonnes de matériaux qui ont pu être réemployés. Et puis, les principaux corps d'état des matériaux qui ont été identifiés en vue du réemploi. Alors, quand on parle réemploi, c'était à la fois du mobilier, des menuiseries extérieures et intérieures, du gros œuvre, de la plomberie et des éléments de charpente. Et très souvent, les acteurs moteurs du réemploi, c'était le maître d'ouvrage pour 70% ou le maître d'œuvre pour 60%. On a ensuite listé tous les matériaux qui ont fait l'objet de réemploi. Ça, c'est pas forcément pour vous faire une liste à l'après-vert, mais c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, il y a quand même une diversité de produits qui peuvent faire l'objet de réemploi. Il y a comme je disais, il y a des produits qui sont entre guillemets assez simples, et puis il y a des produits un peu plus délicats, effectivement le matériel électrique, etc. Pour commencer avec le réemploi, on ne va pas forcément aller sur ces matériaux un peu plus complexes. On peut peut-être aller plutôt sur du parquet ou sur de la faïence, qui sera des matériaux peut-être un peu moins délicats, on va dire, à réemployer. Donc on a pu constater qu'il y a de nombreuses réalisations qui ont déjà pu émerger. Alors dans cette première édition du Vadomètre, il y avait finalement quand même des projets souvent de petite taille. Là, l'objectif pour nous, ça va être de collecter des bâtiments de plus grandes envergures pour bien prouver que cette démarche-là ne se restreint pas qu'à finalement des maîtres d'ouvrage assez motivés et à des petits projets. Là, vous avez une rénovation d'une maison en Ardèche avec du réemploi de bois, de pierre. Alors ça, c'est plus pour l'anecdote. Il y a toute une filière de réemploi de ski en Savoie avec la société Arskitech, avec un hangar qui a été construit en ski au niveau de l'ossature, ou alors le bâtiment de l'Asder, ils ont rénové un bungalow, ils ont fait un bardage en ski. Alors encore une fois, c'est plus pour le côté démonstrateur, mais voilà. Des projets plus ambitieux à Lyon, il y avait la French Tech à Lyon, avec aussi tout un ensemble de matériaux réemployés. Ce bâtiment est aussi intéressant parce que c'est une petite surface, mais c'est vraiment la ville de Villeurbanne qui a voulu rénover sa maison, enfin faire sa maison des services publics avec essentiellement des matériaux de réemploi ou des surplus d'entreprises. Donc tout l'aménagement intérieur de cette maison des services publics et tout le calpinage, d'ailleurs, il y a eu tout un travail architectural fait par la maîtrise d'œuvre interne à la ville de Villeurbanne pour faire cet espace.
Et puis peut-être le projet phare de la métropole de Lyon qu'on a pu visiter il y a 2 semaines, 2-3 semaines, c'est le lot A à l'Autre-Soie à Villeurbanne, un ancien bâtiment de l'IUFM, avec énormément de matériaux de réemploi. On a tout le bilan sur notre site internet. Là, vous voyez les résidences étudiantes qui ont été rénovées pratiquement exclusivement avec des matériaux de réemploi, la faïence, le mobilier, les vasques, etc. Les pavés de réemploi. Enfin, c'est un très très beau projet que je vous invite à visiter. Là, vous avez une salle des fêtes, une salle polyvalente à la Renaudie. Bon, un aménagement, plutôt des aménagements. Voilà, là, c'est une Biocop en Ardèche ou un laboratoire de cuisine à Lyon. Et puis, un projet un petit peu, comment dire, c'est pareil, c'est aussi pour l'aspect vraiment démonstratif, on va dire. C'est la maison du projet à la Solée, à Oulin, réalisée par Meiosis Architecture, avec un bardage réalisé en persienne de réemploi. Le réemploi peut aussi est aussi adapté à l'espace public, avec, encore une fois, un projet qui est assez récent. De toute façon, là, les grosses références émergent. Voilà, c'est assez récent. Le parvis du nouveau lycée Pierre Brossolette gratte-ciel, qui a été réalisé par la CERL, avec plusieurs milliers de mètres carrés de pavés de réemploi. Et puis également l'esplanade Taz à Vaux-en-Velin, avec du réemploi des déblais de sites pour les espaces publics et les VRD. Il y a de nombreuses initiatives qui émergent aussi au niveau des plateformes de matériaux de réemploi, parce que finalement, le réemploi ne pourra se développer que s'il y a des solutions logistiques. Et jusqu'à présent, il en manquait. Il y a des solutions numériques pour des marketplaces, pour avoir accès à ces matériaux. Mais il y a aussi des espaces physiques, et c'est important pour visualiser ces matériaux et aussi pour un architecte, pour aussi pouvoir se projeter aussi avec ce type de matériaux. La matériothèque principale sur l'agglomération lyonnaise, c'est le Minestock de Mineka à Vaux-en-Velin. Mais sachez que la métropole de Lyon a annoncé qu'elle allait mettre en place une plateforme de réemploi à la Mulatière. Donc, il va y avoir un appel à projet qui va être lancé au 2e semestre pour identifier des gens qui vont porter cette plateforme de réemploi. Et ça va quand même pas mal changer la donne, d'avoir vraiment cet espace de réemploi à Oulin. Il y a aussi des initiatives comme là à la Tronche. Il y avait tout un chantier de déconstruction. Et là, c'était Alpizère, la métropole de Grenoble, a mis en place une matériothèque éphémère. Finalement, ils ont stocké tous les matériaux qui ont été déconstruits sur cette opération. Ils ont ouvert sur plusieurs mois un magasin éphémère ouvert aux professionnels et aux particuliers. Et ça a été une opération vraiment très bénéfique pour le maître d'ouvrage et pour l'écosystème local. Donc il y a énormément il y a plusieurs matériothèques qui existent sur la région. Donc vous avez tout un recensement que vous pourrez consulter, voilà, avec des matériothèques qui existent et puis qui se structurent. Il y a de plus en plus d'acteurs qui veulent se mettre aujourd'hui sur ces sujets de réemploi pour offrir des nouveaux services auprès des professionnels. Les gros messages avec le réemploi, c'est qu'il faut tout de suite en parler très tôt quand on veut en faire dans un projet. Pour embarquer les acteurs, et il faut vraiment savoir s'entourer au plus tôt aussi d'acteurs compétents. Et donc, on a mis en place, nous, chez VAD, un annuaire des acteurs du réemploi, où vous retrouvez à la fois des maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre qui ont déjà fait un peu du réemploi, des entreprises qui savent faire de la dépose, qui savent faire de la déconstruction sélective, des acteurs spécialisés, et puis aussi des industriels. On a fait notre dernière réunion d'action collective sur des industriels qui vont développer des gammes de réemploi. Donc ça va aussi énormément évoluer. Et notre outil est très complémentaire avec des cartographies nationales. Les principales, ce sont celles-ci, donc opalis.eu et matériauxréemploi.com, où vous retrouvez une cartographie dynamique de tous les acteurs du réemploi. Ce qui est important aussi avec cette question du réemploi, c'est de savoir convaincre, parce que
On parlait du biogéosourcé, qui est déjà une grosse marche, une grosse nouveauté pour beaucoup. Alors le réemploi, on a bien conscience que ça reste frémissant, mais que c'est forcément l'avenir. Il va falloir faire avec la mini-urbaine, avec ce qu'on a. Donc, n'hésitez pas à consulter cet argumentaire qui renvoie à un article plus long sur notre site internet qui détaille tous les leviers que vous pouvez activer pour savoir convaincre autour de ces sujets de réemploi. Sachez également qu'il y a énormément de guides techniques qui sont développés, de référentiels pour encadrer vraiment ces pratiques de réemploi et pour que, entre guillemets, vous ne soyez plus seul face à votre projet. Et donc, voilà, il y a en particulier un projet qui s'appelle le projet Spirou, qui est mené entre autres par le CSTB, pour vraiment encadrer tout un ensemble de matériaux de réemploi et ça devrait rendre ces pratiques beaucoup plus faciles à l'avenir. Donc sur ce site internet, vous avez en permanence une sélection des principaux guides sur le réemploi. Et vous retrouvez dans cette sélection en particulier un guide qu'on voulait vous mettre en avant sur intégrer le réemploi dans les marchés publics, parce que souvent, voilà, on a ce retour-là, comme quoi dans les marchés publics, c'est plus compliqué, mais sachez que ce guide-là est très très bien fait. Il y a des fiches pratiques pour savoir un peu lever certains freins. Et puis, on voulait aussi vous parler de ces fiches que vous retrouvez sur le même site que je vous ai indiqué précédemment, des fiches matériaux qui décrivent, en fait, par exemple, là, c'est sur le parquet, qui décrivent en détail comment on peut déposer ce type de matériau, quel est le prix indicatif de ce matériau, voilà, donc qui borde vraiment d'un point de vue technique le réemploi de chaque matériau. Donc voilà pour cette vue un peu générale sur les réemplois. On pourra en parler pendant une semaine avec Nicolas, parce que ça nous occupe beaucoup, c'est le sujet qui a le vent en poupe en ce moment. Mais peut-être pour conclure, finalement, on a voulu faire une conclusion un peu générale, que ce soit sur le réemploi que sur les matériaux biogéosourcés, parce que finalement, on y trouve beaucoup de similitudes. C'est qu'il y a un gros besoin d'acculturation, et on est vraiment dans ce cadre-là aujourd'hui, finalement. Tous les acteurs, en fait, je pense que personne n'est épargné. Voilà, tout le monde a besoin d'apprendre sur ces sujets-là. Donc, on a besoin d'acculturer tous les acteurs. On a vraiment besoin d'opérations démonstratrices pour prouver encore une fois que c'est possible. D'avoir aussi une capitalisation en interne, ça c'est vraiment important. C'est que toutes ces expériences-là, en interne de vos structures, puissent être capitalisées pour vraiment avancer plus vite et se s'outiller vraiment en interne. On insiste beaucoup sur la mise en réseau. Alors là, on prêche un peu pour notre paroisse, mais on le constate quand même, c'est en ayant une bonne interconnaissance de qui fait quoi sur ces sujets-là qu'on avance plus vite. Et puis, sur le réemploi, vraiment, si vous voulez, si vous vous lancez, c'est commencer à toute petite échelle avec peut-être un seul matériau, et ça permet vraiment de mettre le doigt un petit peu dans cette machine-là. Et voilà, c'est plutôt pour des maîtres d'ouvrage, mais c'est souvent intéressant de réfléchir vraiment à une échelle globale sur son patrimoine. Voilà, pour finir également, on voulait mentionner 2 publications qui ont été réalisées par Nicolas en l'occurrence, mais qui sont très en lien avec nos sujets d'aujourd'hui. Une publication sur la réversibilité des bâtiments et des points de recommandation sur ce sujet-là. Et puis un guide, un ouvrage réhabilitation frugale avec tout un ensemble de très très beaux projets. Peut-être que certains de vos projets sont dans cet ouvrage, réhabilitation frugale, voilà, qui est sorti il y a quelques mois. Avant de passer peut-être à la séance de questions-réponses, je voulais vraiment vous remercier voilà, pour votre écoute, et on espère que cette intervention a répondu à vos attentes. Voilà. Est-ce que vous avez un premier retour sur l'outil d'évaluation du CSTB
pour le réemploi, qui a été mis en place il y a vraiment très récemment? Alors, je ne sais pas s'il y a des acteurs qui ont plus d'infos que moi. Enfin, moi, aux dernières nouvelles, il n'était pas encore... Voilà. Parce qu'effectivement, les... Merci. Parce que l'enjeu, enfin je ne l'ai pas dit, mais le but aussi de faire remonter ces diagnostics PEMD sur une plateforme du CSTB, ça va être quand même à terme de rendre visibles ces matériaux, parce que c'est ça qui manque aussi, c'est que là, c'est ce que nous font remonter tous les acteurs, c'est qu'est-ce qui va être disponible dans 2 ans quand mon projet va sortir, et c'est extrêmement compliqué. Donc il y a beaucoup d'attentes sur cet outil du CSTB pour rendre visibles finalement les matériaux qui vont être disponibles. Et tout l'enjeu pour les concepteurs, les architectes, ça va être de concevoir avec une matière existante. Et là, c'est aussi très très différent, voilà, de ce qui peut être fait aujourd'hui. Je vous donne juste le micro pour que ça soit bien enregistré. Bonjour à tous. La PMD, c'est mis en œuvre demain, littéralement. C'est-à-dire, on est 30 juin, demain. On est à l'été. J'ai un peu l'impression qu'on est quand même à l'aube d'une révolution qui va complexifier quand même très sérieusement, qui va complexifier le métier d'architecte qui est déjà un peu difficile. Aujourd'hui, on est entre confrères, hein, je crois. Et moi, je voulais quand même, j'avais quand même des questions par rapport à ça, parce que est-ce que, ça à partir de 1000 m², vous dites que c'est obligatoire. C'est quand même beaucoup de bâtiments, beaucoup de travaux. On est aussi dans une phase où on construit moins qu'on réhabilite et qu'on rénove. Est-ce que le marché est prêt? Est-ce que les maîtres d'ouvrage sont sensibilisés au coût que ça génère avec les nouveaux acteurs qui sont introduits, avec la complexité aussi pour les archis? Est-ce qu'il y a une rémunération aussi qui est prise en compte? Voilà, je voulais juste avoir des réponses là-dessus. En général, il faut finir positivement, non, quand on finit une conférence. Alors, non, mais en fait, cette question, elle est importante et elle rejoint aussi même ce qu'on a pu dire sur la RE 2020, parce que sur la RE 2020, on voit maintenant les études ACV. C'est ce que nous font remonter aussi les bureaux d'études, c'est un moment. Passer 7 jours, 6 jours sur une étude ACV, en fait, est-ce qu'on va être payé pour ça, etc. Je vais avoir du mal à vous faire la porte-parole des maîtres d'ouvrage. Est-ce qu'ils sont prêts? Parce que finalement, je pense que tout le monde est au pied du mur. Enfin, je ne suis pas forcément sûre qu'aujourd'hui, c'est forcément intégré. Nous, les maîtres d'ouvrage, au niveau du réemploi, on a un espace de discussion, ce qui est le booster du réemploi Auvergne-Rhône-Alpes. J'en ai pas parlé. C'est un dispositif assez intéressant. On a 8 maîtres d'ouvrage là qui sont intégrés. Donc il y a ICAD, Bouygues Immobilier, Pitchimo, la métropole de Lyon, M+M, etc. Et le but, c'est justement tous les mois de leur faire une formation. On les voit pendant 2 heures tous les mois pour les acculturer sur toutes ces notions-là. Mais ça, c'est 8 maîtres d'ouvrage qui sont dans le dispositif. Il y a aujourd'hui, il y a beaucoup d'informations sur ces sujets. Donc l'information passe de là à savoir si aujourd'hui ils ont prévu ça dans leur ligne budgétaire. C'est vrai que quand on a les promoteurs en face, c'est quand même... déjà aussi quand on parle de biosourcés, géosourcés, c'est tout des surcoûts que je pense qui sont compliqués à absorber aujourd'hui. Moi, j'ai pas plus... Peut-être que dans la salle, il y a des témoignages de... comment vous gérez ça avec vos clients, hein. Mais c'est une vraie... De toute façon, avec ces réglementations successives, il y a de plus en plus d'études et il y a un moment, forcément... Surtout que là, on en est au début, et c'est ce qu'on disait, il y a assez peu de... Ça se structure à tout niveau. Donc même en termes de concurrence, au niveau de cabinets, etc., on est encore limité. Demain, il y aura beaucoup plus d'acteurs, donc ça va être mouvant aussi là-dessus, hein. Beaucoup de gens se forment aussi sur le diagnostic PEMD, parce que c'est pas pareil que faire un diagnostic ressources. Donc... c'est pas satisfaisant comme réponse, hein. Mais j'ai pas mieux là. Mais si vous avez d'autres témoignages, n'hésitez pas avec vos maîtres d'ouvrage. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou réactions? La
La réutilisation a un impact sur le coût des bâtiments ou pas, puisque ce sont des matériaux d'occasion, disons. Alors la question du coût, elle est alors globalement sur le réemploi, comme je le disais. Aujourd'hui, on ne peut pas se dire je vais réemployer, donc je vais faire des économies, parce qu'il y a beaucoup plus d'études, beaucoup plus de choses embarquées, le stockage, etc., qui fait que ça va être plus compliqué. Après, en fonction de la configuration du projet, si on va réemployer in situ certains matériaux, ça sera peut-être plus intéressant, parce qu'effectivement, on ne va pas payer la matière, on ne va pas forcément avoir... il y aura moins de gestion peut-être de stockage sur une plateforme externe, etc. On pourra peut-être le faire en interne. Donc ça peut être un vrai intérêt. On a visité là, il y a 2 semaines une plateforme à Chambéry, Enfin Réemploi, qui est super. On vous invite à la découvrir. Ce qu'ils nous disaient, c'est que eux, pour fixer les prix des matériaux, ils vont collecter les matériaux et puis ils vont sur Internet, ils regardent le prix neuf et ils font moins 30%, je crois, moins 30% ou moins 50%, moins 30 ou moins 50% en fonction de l'aspect du matériau directement. Donc ils les mettent en magasin moins cher. Donc en général, le matériau de réemploi peut être moins cher que le neuf, mais par contre, il y a tous les autres coûts. Voilà. Donc ça faut bien le prendre en compte. Ouais. Du coup, je voulais apporter la note positive. déjà, je peux témoigner qu'il y a des maîtres d'ouvrage qui sont vraiment super, pas forcément sensibilisés à la base, mais super attentifs à ces sujets-là et qu'on arrive assez facilement à retourner, entre guillemets. Simplement en évoquant le sujet, en fait, parce qu'ils n'ont pas juste eu l'idée d'introduire, par exemple, du réemploi dans leur projet. J'ai l'exemple d'une communauté de communes, donc ça touche pas mal de communes, pas mal de maires, d'élus qui sont derrière, qui en ont déjà entendu parler, qui en ont eu l'expérience et qui peuvent reproduire ce schéma-là dans les appels d'offres. Donc ça, c'était pour la note positive. Et l'autre note positive, c'est qu'il y a quasiment 1 an, jour pour jour, j'ai visité la recyclerie de Rieux-la-Pape avec toi, Claire. J'ai rencontré Groupe GEM. Et à cette époque-là, je commençais un projet de réaménagement de bureaux de cette communauté de communes. 1700 mètres carrés sur la côtière dans l'Ain. Et cette rencontre a tout changé. Parce qu'en fait, j'ai pu introduire un lot réemploi, un lot déconstruction dans mon opération. La maîtrise d'ouvrage a été d'accord pour la financer. On a fait intervenir Groupe GEM qui a fait un premier chantier de déconstruction. On a pu sourcer tous les matériaux qu'on a déposés. Aujourd'hui, ils sont stockés sur place. On a de la chance parce qu'on a de la place. Et 100% des matériaux vont être réemployés puisque soit ils vont être réemployés dans notre projet, soit ils vont partir à Rieux-la-Pape pour la construction de leur recyclerie. Donc en fait, des fois, juste un retour d'expérience, une visite, une rencontre fortuite et ça change tout un projet, quoi. Et j'espère, si tout va bien, pouvoir venir présenter le projet et faire part de mon expérience quand il sera terminé, si jamais c'est fructueux. Super, une note positive, c'est génial et ça rejoint la mise en réseau parce qu'en fait c'est ça. D'autant plus avec ce sujet-là, le sujet du réemploi, c'est beaucoup de réseaux et donc il faut vraiment rester ouvert à toutes les opportunités et effectivement c'est très important et j'ai perdu mon idée, je voulais dire autre chose. Il faut s'arrêter, c'est l'heure de manger. Voilà, c'est ça. Non, sur une note positive, voilà. Merci beaucoup pour votre attention, toutes vos questions. Merci à Claire Vilasi, Nicolas Aymin et les autres intervenants. Je vous propose de continuer peut-être les échanges sur le thème, si vous le souhaitez, autour d'un repas qui va être servi dans le hall, par défaut de ne pas pouvoir le faire à l'extérieur. Voilà. Merci à tous. À toutes.